J'espère que vous avez pris votre serviette avec vous et votre petit guide du voyageur galactique parce qu'on va plonger dans la galaxie Trump et on va essayer d'analyser pourquoi ce qui se passe est effectivement grave, mais pourquoi aussi on ne doit pas céder à une espèce de panique, à une espèce de seum collectif terrible, et surtout en tant que gauche française, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une analyse de la situation états-unienne? Est-ce que la gauche doit se rouler en boule? Doit-on encore une fois, comme toujours, être là en mode la morvonnée, tout va mal, comme si on était dans la vie d'Adèle? Et moi je dis que non, parce que je pense qu'il y a une analyse qui est fausse et qui est perpétuellement mal faite des victoires de Trump. Depuis sa première victoire, on se laisse totalement dicter. Quand je dis on, je vais parler plutôt de la gauche, des journalistes de gauche, des milieux militants de gauche, des milieux engagés, on va dire d'une certaine manière. On se laisse dicter une analyse de la victoire trumpiste, qui est une analyse faite par des journalistes de droite. Il va falloir enfin le dire et le poser. Les journalistes de droite racontent que Trump gagnerait en raison d'un vote qui serait donc ce fameux vote populaire stupide, dépourvu d'idéologie. Les classes populaires voteraient comme ça parce qu'elles seraient convaincues des punchlines de Trump, parce que ce serait un personnage bigger than life qui serait passé à la télé. Et alors évidemment, comme ils sont stupides, évidemment les pauvres sont bêtes dans la tête des riches, ça engendrerait un vote comme ça qui serait un espèce de vote néo-fasciste parce que tout le monde se ferait manipuler. Il faut comprendre que ces populismes d'extrême droite, néo-fascistes, racistes qui s'installent dans tous nos pays, c'est une conséquence de quelque chose. On peut pas comprendre ça juste comme mais en fait c'est facile, les gens sont cons, ils votent pour des populistes. Non, c'est quand même un chouïa plus compliqué que ça. En fait, le vote de Trump, le vote pour Trump, c'est un vote qui est un vote de rejet, le vote de rejet d'une Amérique qui est certes, et c'est un fait, raciste, sexiste, LGBT-phobe, tout ce que vous voulez, mais qui est aussi un vote qui est celui d'un ressenti de déclassement. On est sur des populations qui ne sont pas justement, comme tu dis Cécilia, juste des espèces de suprémacistes blancs pro-Ku Klux Klan. Il y a déjà d'ailleurs des groupes de personnes racisées qui votent Trump, mais il faut comprendre effectivement qu'il y a une base raciste et xénophobe très forte, qu'il y a une base sexiste, qu'il y a une base LGBT-phobe dans le vote Trump. D'ailleurs, on a vu que c'est beaucoup des hommes qui ont voté pour Trump, majoritairement, que la propagande transphobe a énormément joué aussi sur la victoire de Trump. Évidemment, la peur de l'autre, la peur des immigrés, tout ça, ça a joué un rôle essentiel. Mais ça, en fait, toutes ces idéologies-là, elles vont se structurer autour d'un sentiment qui est un sentiment de déclassement et un sentiment de pauvreté. En fait, c'est en jouant sur ce sentiment d'appauvrissement de toute une part de la population américaine qu'on va réussir en fait à aussi faire basculer une part aussi importante des gens dans des représentations racistes, etc., etc. Parce que pensez bien que c'est comme en France. En France, les gens ne sont pas intrinsèquement tous racistes. Tous les gens qui votent RN aujourd'hui ne sont pas des gens qui étaient tous 100% convaincus de théories racistes, xénophobes ou LGBT-phobes. Il y a quelques années de ça, il y a une fabrication, une production de ce positionnement politique. Quand on a une explosion du racisme, il y a quand même un peu une tendance chez les analystes, journalistes, chez les élites intellectuelles, on va dire, les bourgeois parisiens, pour le dire autrement, à toujours dire que finalement ce serait dans la nature des classes populaires, de la population, d'être raciste, d'être discriminant, d'être xénophobe, comme si ce n'était pas un discours politique fabriqué qui allait convaincre la population en jouant sur une série d'arguments qui vont faire sens et produire justement une adhésion au discours raciste. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre avec Trump, c'est se dire mais tous ces gens-là, de base, n'étaient pas d'accord forcément avec les grandes théories racistes, discriminantes, trumpistes. On dépolitise beaucoup trop le vote raciste, le vote discriminant en faisant quelque chose qui serait finalement dans une espèce de nature profonde, dans l'ADN fondamental des classes populaires, là où en réalité il y a une production politique de cette adhésion et un renforcement de certaines croyances qui va favoriser le fait d'aller voter pour l'extrême droite, que ce soit Trump, le RN ou quoi que ce soit. Ça, on le voit très bien en fait dans le cas de Trump. En fait, Trump, il va tisser dans son discours politique à la fois des discours qui sont des discours discriminants, mais ça, en fait, il va les lier énormément avec ce sentiment de déclassement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous voulez, la base, le centre en fait de l'adhésion à Trump se joue pas sur les
discrimination, même si nous c'est ce qu'on voit le plus, parce que évidemment on s'oppose aux pensées discriminantes, on s'oppose au racisme, à la LGBT-phobie et compagnie, mais c'est pas là que ça se joue. Ça se joue principalement du côté d'abord du sentiment d'appauvrissement. Et ça on le voit dès 2016. En fait, Trump, lors de sa première élection, il a mobilisé le vote populaire en se présentant comme le candidat des classes méritantes et déclassées. C'est la manière dont il formulait ça. Il disait voilà, on est des gens qui bossent, on est ceux qui se lèvent, on est ceux qui à 6h du matin vont au travail, mais on n'obtient pas assez, on n'arrive pas à avoir ce qu'on devrait avoir. Il a beaucoup tablé sur les Américains qui avaient perdu leur emploi, qui avaient perdu une partie de leur caisse de retraite, ou qui avaient subi un énorme appauvrissement sous l'effet de la crise des subprimes de 2008. Donc en 2008, je vous refais pas toute l'histoire, mais il y a une énorme crise économique qui secoue l'économie mondiale, qui part des États-Unis, qui part on va dire, quasi frauduleuse de la part des marchés financiers et surtout en fait de l'absence totale de contrôle sur les marchés boursiers qui va créer des bulles, notamment une bulle dans le secteur de l'immobilier qui en explosant va amener à une espèce de faillite internationale gigantesque et des gens vont se manger ça de plein fouet. Et on a Mediapart qui a fait plusieurs articles sur ce qui se passait du coup pendant la campagne où ils ont interviewé des électeurs de Trump et de Kamala et j'ai récupéré sur certains de ces articles des extraits de discours d'électeurs et d'électrices et c'est assez frappant. Par exemple, on a un électeur là qui s'appelle James, 44 ans, qui explique son vote pour Trump en disant que c'est un vote qui est d'abord fondé sur des considérations économiques. Il tient à préciser, le vote pour Trump n'est pas un vote raciste. J'en suis la preuve, moi qui suis d'origine à la fois africaine et caribéenne. Il a voté d'ailleurs Obama en 2008, mais pas en 2012 parce qu'Obama n'a rien fait. Aujourd'hui, nous avons donc besoin de changement et je suis confiant, Trump va l'emporter. C'est intéressant parce qu'on voit que la question du racisme, tout de suite la personne s'en empare. Apparemment c'est une personne qui a des origines, je sais pas si elle est racisée ou pas, mais qui a des origines africaines et caribéennes, en tout cas c'est ce qu'elle dit, et pour expliquer son vote Trump, la base du vote c'est non mais attendez, moi en fait je veux en fait récupérer du pouvoir d'achat, j'ai des considérations qui sont des considérations économiques. Trump il a énormément joué sur ça et il a d'autant plus pu capitaliser là-dessus que en fait pendant la crise de 2008 les démocrates ont profondément trahi la population. C'est ce que dit la personne. J'ai voté Obama en 2008, mais pas en 2012 parce qu'Obama n'a rien fait. Pourquoi ? Parce qu'Obama, qui était en gestion au moment de la crise de 2008, donc de la crise des subprimes, au lieu de sanctionner les personnes et les responsables qui avaient créé et provoqué la bulle immobilière et qui avaient provoqué la crise, il a choisi de sauver les banques. Ça a vraiment été un point de bascule pour énormément de gens qui se sont dit, mais en fait, ces démocrates qui prétendent toujours incarner une rupture entre ci, entre ça, tatati, tatata, être du côté des gens, machin. Au moment où ils ont eu à faire le choix entre la population et le secteur bancaire, ils demandaient pas, les Américains, et la plupart des gens dans le monde d'ailleurs, même pas, enfin je veux dire, c'est pas des gauchistes ou des marxistes ou je sais pas quoi, hein, ils demandaient pas la nationalisation des banques, ils demandaient à ce qu'on mette 3 mecs en prison, ils demandaient symboliquement à ce que quelqu'un soit puni pour ce qui s'était passé, pour toutes ces personnes dont la vie avait été détruite d'un seul coup par des marchés boursiers qui simplement s'amusent avec la vie des gens, parce que pour eux ça n'a aucune importance. Tout ça, ce n'est que de l'argent, ce n'est que des chiffres et c'est qu'un moyen d'enrichissement. Les gens voulaient qu'on mette un minimum de morale dans ce scandale international qui leur tombait sur la gueule et qui les fracassait, quoi. Et la réalité, c'est que les démocrates et Obama, qui incarnait un énorme espoir au moment de son élection, hop, hein, d'ailleurs son slogan de campagne, n'a rien incarné de tout ça. Il a été l'exact inverse. Il a été la continuité et la poursuite d'une élite, et ça c'est très important pour les Américains, cette sensation qu'il y a une élite dirigeante totalement coupée du reste de la population et que cette élite se moque bien de la réalité, de la vie ordinaire des personnes ordinaires. Donc il faut bien se rendre compte, et c'est ça vraiment hyper important, que la question de la crise de 2008, elle est encore dans la tête de beaucoup de gens par rapport au ressenti du fait que les démocrates ne sont pas un parti du peuple. Les démocrates, ce n'est pas la gauche. Commençons par enlever ça, quoi. C'est cette idée que y ait une défaite qui soit... En fait, la victoire de Trump, ce n'est pas la défaite du camp progressiste face au fascisme. La victoire de Trump, c'est la défaite d'un pouvoir néolibéral bourgeois qui a failli à aider et à protéger les gens depuis des décennies.
Fiona, j'espère que je l'ai bien lu, tu dis c'est vraiment la vraie galère de vivre là-bas, c'est la précarité permanente, un aspect dont on parle peu, absolument. Et sur la question de la précarité, moi je pense que tant qu'on n'a pas vécu aux États-Unis, on se rend pas compte à quel point la précarité et la pauvreté est omniprésente. Moi j'en ai un souvenir vraiment de mon arrivée aux US, mais de cette pauvreté qui était dans tous les coins. D'un coup en fait tu découvres que toute l'image d'Épinal qu'on t'a fabriquée des USA comme cette espèce de grande nation qui domine le monde, où tout se passe bien, tout ce que t'as vu dans les films. C'est vrai, San Francisco, ça ressemble exactement à San Francisco des films, à part que tu rajoutes de la misère sur tous les kilomètres au sol, parce que la réalité, c'est que les gens sont à la rue, les gens qui travaillent vivent dans leur voiture, vivent dans leur camion, parce qu'il y a une crise du logement gigantesque, parce qu'un loyer à San Francisco, c'est délirant. Moi, je payais pour une chambre en coloc, je payais plus de $1 500 par mois, vous vous rendez compte? J'avais payé ma chambre, j'avais pas payé ma bouffe, qui est hors de prix, j'avais pas payé Internet, j'avais pas payé mon téléphone, j'avais pas payé l'eau, j'avais pas payé l'électricité. Et les gens qui vivent dans le pays, mais en fait, ils le ressentent ça. Quand tu vis là-bas, mais la pauvreté, le ressenti de pauvreté, il est gigantesque. En gros, il y a vraiment un truc qui se joue en fait sur cet énorme sentiment de précarité. Et quand on vit là-bas, cette précarité, on la ressent, mais à chaque centimètre carré de chaque rue. C'est impressionnant. Et quand je parlais de déclassement tout à l'heure, c'est ça. Moi, je pense que les gens se disent, mais c'est pas possible. Il y a 20 ans, on vivait dans un pays où, sous tous les ponts, il n'y avait pas des petits villages bidonvilles qui s'étaient construits de gens à la rue parce qu'ils ont perdu leur travail. Il y a une vraie stratégie dans le camp de Trump d'aller chercher les classes populaires et de se faire le candidat des classes, donc comme je disais, les classes méritantes et déclassées. Regardez qui est le vice-président proposé par Donald Trump, J.D. Vance, je sais pas comment faut le dire, on va dire J.D. Vance. C'est un symbole. C'est pas quelqu'un qui est une figure installée des républicains, c'est quelqu'un qui a été déjà un opposant à Trump au début, sans être de gauche, c'est toujours été quelqu'un qui était plutôt représentant des républicains. Mais c'est un mec qui s'est fait connaître avec un best-seller. Il a écrit un livre qui a eu un énorme succès aux États-Unis où il parle justement de sa jeunesse dans la Rust Belt. Donc la Rust Belt, si vous voulez, ça a été une partie des États-Unis, ça veut dire la ceinture de rouille, qui était extrêmement pauvre. Depuis les années 70, en fait, c'est une zone qui subit un énorme chômage de masse, alors que ça a été pendant des années un peu le cœur industriel des États-Unis, mais qui a perdu justement, c'est pour ça la rouille, il parle de la rouille pour ça, mais qui a perdu son industrie et du coup c'est devenu un milieu extrêmement pauvre. Et lui, J.D. Vance, il a fait en gros carrière en parlant de sa vie dans ce milieu-là, en expliquant comment lui s'en est sorti, un récit un peu type transfuge de classe, bon c'est pas non plus retour à Reims, mais voilà, c'est un peu le gars qui dit voilà, moi j'étais dans la merde et j'ai réussi à me sortir de là, et en même temps qui raconte une réalité de la toxicomanie, des violences sociales de son milieu de jeunesse. Et quand on lui posait des questions sur Trump, c'était quelqu'un, au début, quand il a percé, en 2017-2018, il était ultra critique de Trump. Donc pas du tout une personne qui était dans ce qu'on aurait pu attendre d'un candidat ou d'une candidature républicaine ordinaire. Et finalement, il a commencé à se rapprocher du camp trumpiste, il a commencé à y trouver une place. Trump, évidemment, a vu beaucoup de choses intéressantes chez lui. Serxo, tu mets le doigt dessus, c'est l'American Dream Story, quoi, exactement, vraiment le rêve américain incarné. En plus, le mec a été soldat, il a servi en Irak, il incarne beaucoup de choses. Et choisir J.D. Vance comme vice-président, c'est un symbole. C'est dire, regardez, on prend un mec, bon évidemment il est raciste, transphobe et tout ce que vous voulez, mais aussi un gars qui incarne une réponse populiste au parti traditionnel, notamment au parti démocrate, qui ne pense et ne défend que les intérêts de la classe bourgeoise. Regardez, nous, on a quelqu'un qui est comme vous, c'est l'ouvrier, c'est le mec qui est capable d'aller défendre son pays, qui a grandi dans un milieu pauvre, mais qui s'en est sorti parce que c'est un bosseur. Il incarne cette Amérique qui se lève tôt et qui est méritante et à qui on a enlevé sa capacité à s'enrichir et à s'en sortir parce qu'on ne sert que les élites, etc., etc. C'est ultra efficace comparativement à la proposition du vice-président de Kamala Harris. Enfin, je veux dire, le vice-président choisi par Harris, c'est aussi un symbole. Tim Walz, c'est quoi? C'est le gouverneur du Minnesota au moment où il y a le meurtre de George Floyd. Donc c'est le mec qui a fait appeler la garde nationale contre les manifestants de Minneapolis. Ce que j'essaie de vous dire à un moment, c'est rendez-vous bien compte que c'est pas votre défaite là ce qui s'est passé.
quand un J.D. Vance, il conquiert un électorat de droite raciste parce qu'il est représentant et qu'il incarne exactement les valeurs de cet électorat de droite raciste, et qu'à côté, un Tim Walz, il échoue à conquérir un électorat qui pourrait tendre vers la gauche, qui a une pensée progressiste, parce qu'il incarne tout l'inverse, puisque c'est le mec qui appelle la garde nationale contre les manifestants à Minneapolis, la ville où George Floyd a été abattu quand même, et qui reçoit à cette époque les félicitations de Trump au moment où il fait ça. En fait, on se dit juste, c'est cohérent en fait. Parce que Harris et son camp et les démocrates, c'est pas des camarades. Je suis d'accord avec toi, Atleti, c'est pas du tout des camarades. C'est des gens qui sont avant tout les représentants d'un système néolibéral bourgeois qui a dominé pendant des années et qui n'a fait aucun effort, parce que je rappelle quand même que Biden, il a été au pouvoir, il a fait un mandat, et pendant ce mandat, ils ont rien foutu. Ils ont rien foutu pour les gens, ils ont laissé la situation telle quelle. Et puis quoi ? À un moment donné, en fait, on a des gens qui, en 5 ans de pouvoir, n'ont rien changé. Ils n'ont mené aucune politique d'envergure pour les pauvres. C'est une administration de vieux blancs bourgeois. Faut pas l'oublier, malgré la nomination tardive de Kamala. Même Kamala, c'était pas leur candidate. Ils représentaient Biden. Biden, il avait beau partir de plus en plus en couille, d'interview en interview, dire de plus en plus n'importe quoi. Il voulait pas nommer Kamala au départ. Je veux dire, on a l'impression que la nomination de Kamala, oh mon Dieu, Kamala Harris, femme racisée, oh là là, incroyable, c'est un changement, etc. Mais comme Obama, à la fin, c'est de la poudre aux yeux. À la fin, c'était simplement une façade pour cacher une réalité qui est que c'est encore les vieux, même bourges, qui en ont rien à foutre. C'est exactement comme ce qu'on voit avec la Macronie, c'est des gens qui sont purement et simplement dans une façade du en même temps, qui partent dans tous les sens, qui ne représentent personne. Il n'y a pas plus de raison de voter pour les démocrates quand t'es une minorité aux États-Unis qu'il y a de raison de voter pour Macron quand t'es une femme en France, parce qu'il a dit une fois dans un discours qu'il allait faire des femmes la grande cause de son quinquennat. Les gens savent bien que c'est de la merde, les gens savent bien que c'est du foutage de gueule. Donc finalement, qu'est-ce qu'on propose aux Américains, enfin aux États-Uniens, aux États-Uniennes, c'est un vote de barrage. On leur dit votez contre Trump, votez pour nous contre Trump, on fera rien du tout. On fera rien du tout, comme d'habitude. Regardez, là, on y était pendant 5 ans, on n'a rien fait. Quand il y a eu les subprimes, on n'a rien fait. On n'en a rien à foutre. Et bon, c'est vrai, sous notre administration, l'inflation a explosé. On est dans un système, vous avez aucune protection sociale, donc vous démerdez. Les loyers sont devenus complètement hors de contrôle. Acheter une maison, c'est plus envisageable pour personne, etc., etc. Mais attention, votez pour nous. Ça peut nous paraître très bizarre, parce que Trump, c'est un riche, un héritier, etc., etc. Mais le fait qu'il tienne un discours populistes où ils prétendent s'intéresser aux gens et défendre les gens, ça a un impact. Ça a un impact phénoménal sur le fait que les gens aient envie de voter. Et c'est d'autant plus efficace quand en face, mais l'administration de Biden, par exemple, ils ont eu quand même un mandat entier pour se dire, ok, Trump a été élu, Trump a gagné, Trump a un énorme soutien, s'il y a quelque chose qui fonctionne, on a peut-être gagné une élection au cordeau, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça réarrive ? De la même manière qu'avec la Macronie, on pourrait se dire ok, ils ont gagné une élection au coude à coude avec Le Pen, ils devraient se dire mais tirons-en les conclusions et faisons en sorte que ça n'arrive plus, votre vote m'oblige, faites quelque chose pour éviter que les fachos passent. Bon, on sait très bien comment ça se termine. Et là, le résultat, il est nul. Si on parle de déclassement, si on parle de la logique économique, par exemple. Moi, j'étais hyper choqué de voir que sur l'économie, le discours de Biden et Kamala Harris, c'est de fêter le fait que l'indice boursier états-unien est doublé depuis 2020. Super, merci, mais c'est pas ça qui enrichit les gens, parce que c'est même l'inverse, quoi. C'est la conséquence d'un déclassement profond et brutal de la population qui fait que, oui, l'indice boursier a explosé, oui, il y a plus de milliardaires, et les gens sont toujours aussi pauvres, et les gens sont toujours autant dans la merde, et ils ont aucune proposition. Il y a eu quasiment aucune proposition d'envergure sur les questions économiques de la part de Biden et Harris. Ils sont à ce point l'incarnation de la bourgeoisie que pour eux, il n'y a aucune raison d'aller chercher les classes populaires, et leur tentative d'aller chercher une partie des classes populaires, c'est en jouant justement sur un pseudo un pseudo militantisme de façade, et je le redis, de façade. Et c'est important parce qu'on donne l'impression que cette défaite, finalement, ce serait une défaite du progressisme face au populisme, mais c'est pas vrai. Autant Trump est un véritable populiste au sens fasciste du terme, autant Kamala Harris et Joe Biden n'ont jamais été progressistes, à aucun moment. Trump, ça, il le sait. Trump, c'est un milliardaire.
riche à crever, mais depuis 2016, sous des sorties extravagantes, sous des absurdités, etc., Trump, il capitalise énormément sur la désaffection des classes populaires pour les démocrates. Et ça, c'est hyper important. Quelqu'un l'a écrit dans le chat, quelqu'un a écrit « c'est un échec des démocrates surtout », mais c'est exactement ça en fait. Une grande partie du vote Trump n'est pas une adhésion à son idéologie, c'est un rejet profond du parti démocrate. Quand Trump gagne en 2016 par exemple, il récupère 5 États de la Rust Belt, la fameuse ceinture de la rouille là, dont je parlais tout à l'heure. C'est un État que Barack Obama avait gagné en 2012 et qui est instant perdu en 2016 et récupéré par les républicains. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui est en proie au chômage de masse depuis les années 70, avec un effondrement des industries et de tout ce qui s'y trouve. Et du coup, j'en reviens à ce que je vous lisais tout à l'heure, l'extrait du gars, là, James, là, donc, qui était en interview interviewé par Mediapart, donc il y a un votant de Trump, et qui dit que sa principale préoccupation, c'est qu'il n'a jamais gagné autant d'argent de sa vie, mais que même comme ça, il a du mal à boucler les fins de mois. Ils interviewent un autre gars, Mediapart, un gars qui s'appelle Ryan, et qui dit que son vote est lié à l'économie, à l'inflation, et particulièrement au prix de l'essence. On voit que c'est un vote qui ressort où il y a une vraie question sur le racisme, sur le masculinisme, sur le rejet des minorités, etc., etc. Mais il faut pas délier ça, en fait, de la question du déclassement. Il faut bien comprendre qu'il y a dans la structure du discours de l'extrême droite, et que ce soit l'extrême droite française ou l'extrême droite états-unienne, pour le coup, on voit la même chose. En fait, il y a un jeu entre à la fois le déclassement et la haine de l'autre, en valorisant une figure qu'on construit comme étant une figure communautaire, comme étant le nous auquel il y a un collectif qui appartient, on désigne et on montre du doigt et on stigmatise de l'autre côté une opposition, une figure de l'ennemi dont on veut se distancier. Donc Trump, en fait, lorsqu'il a ses discours sur les classes méritantes et déclassées, quand il parle comme ça aux gens, il propose une renégociation de l'identité populaire. Il s'adresse à des classes auxquelles, je le dis clairement, les élites démocrates ne s'adressent pas parce qu'elles en ont rien à foutre, et il dit à ces classes-là, à un moment donné, vous êtes des personnes qui ont une valeur, vous êtes l'ADN, vous êtes le cœur battant du pays. Et donc en fait, il y a une renégociation de l'identité autour d'une figure valorisante du travailleur, du vrai travailleur enraciné dans le pays, qui est opposé en face à la figure de l'immigré. Donc la construction du racisme, elle se diffuse, on va dire, par le déclassement. C'est pas en fait se dire que les gens qui votent Trump ne sont pas racistes, les gens qui votent Trump sont racistes, mais il faut bien comprendre que ce racisme-là, il est pas dans leur ADN. Cette adhésion au racisme, elle se fait par un discours politique, et le discours de Trump, en fait, il est extrêmement bien construit à ce niveau-là. Il va vraiment, dans ses discours de campagne, il va exprimer une vision hyper binaire de la société américaine, avec d'un côté les producteurs de l'économie américaine qui ont souffert de la crise économique, à nouveau on pense au subprime, etc., etc., et de l'autre côté, les parasites, les non-méritants, ceux qui bossent pas vraiment, et avec qui les élites, les fameuses élites, donc qu'incarnent les démocrates, qu'incarnent une partie des républicains, entretiendraient des connivences. Et donc en jouant avec ce genre de discours, Trump, il est hyper on point, quoi. Il propose une revalorisation aux personnes déclassées en leur disant mais attendez, vous ressentez un profond mépris de classe, et ce mépris de classe, je vais y répondre. S'engager pour Trump, c'est se racheter une image sociale. C'est reporter un mépris qu'on subit en étant quelqu'un qui bosse, qui a peut-être 2 boulots et qui n'arrive pas à finir correctement ses fins de mois, qui sait qu'il pourra peut-être pas envoyer ses enfants à l'université et tout. Et en fait, dire à cette personne, mais attends, mais ce que tu subis là, moi je le vois, et c'est la faute à... Dans une lecture marxiste, on se dirait ah oui, mais c'est une lecture de classe. On dirait oui, non mais voilà, c'est pas la faute aux étrangers. Nous on dirait mais non, c'est la faute au capitalisme, à une structure économique où il y a une mauvaise répartition des richesses, qui fait que il y a des milliardaires qui prennent tout et de notre côté des gens qui bossent et qui gagnent rien. Mais la réponse trumpiste, qui est la réponse d'un milliardaire, c'est la faute aux étrangers, ils vous volent votre travail, ils vous prennent votre place, c'est la faute aux personnes racisées dans tel et tel endroit qui ne travaillent pas assez, qui profitent des aides, vous êtes le dur labeur,
vous êtes les hommes et les femmes oubliés du pays. Ça, c'est vraiment des formulations qu'il a dans ses discours. Et je vais être votre voix. Et en face, les démocrates ne sont la voix que des minorités et de l'élite. Le ressenti de déclassement, il est au service en fait d'une porte d'entrée dans un espèce de racisme hyper profond qui va se structurer autour de ça. Perso, je capte pas pourquoi les discours faux de Trump seraient plus convaincants que le discours faux de Harris, surtout avec les dingueries qu'il sort. S'ils sont tous des menteurs et se foutent tous des déclassés, les démocrates sont quand même plus convaincants dans leur fourberie que c'est abruti, c'est délirant de trouver Trump plus crédible. Pas du tout. Parce qu'il faut vous rendre compte que Trump propose des mesures qui ont l'air d'aller dans le sens de la classe blanche, des classes populaires blanches, à commencer par justement ce lien qu'il fait entre le déclassement et le fait que ce serait la faute des immigrés, de ci, de ça, et en disant on va les foutre dehors, on va construire un mur à la frontière, on empêchera les immigrés de venir. La xénophobie qui lie justement au déclassement fait que quand il arrive avec ses propositions xénophobes, et ce qu'il va faire, la xénophobie de Trump, c'est pas une façade, les gens se disent ah bah oui super, ça va me sortir de ma merde. Sauf que évidemment non, ça va rien changer parce que la structure inégalitaire du capital ne va pas être changée par Donald Trump, qui en est une incarnation totale. C'est pas Donald Trump avec Elon Musk tous les deux sur un tandem en train de pédaler comme ça en jetant des billets aux États-Unis qui vont renverser la vapeur de ce qui est en train de se passer dans ce pays, à savoir que, en fait, quand on laisse les milliardaires accumuler l'intégralité de l'argent et les autres ne rien avoir en ne créant pas de système juste de répartition des richesses, en fait, les gens s'appauvrissent encore. Mais dans le fantasme de la proposition raciste et xénophobe de Donald Trump, en tout cas, il va tenir les engagements qu'il prend, enfin, une partie de ces engagements-là. Donc, c'est convaincant que depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est les raisons, finalement, du vote Trump sont en grande partie liées à une défaite du vote démocrate. Ce n'est pas Trump, en fait, qui est devenu l'incarnation totale du sexy absolu politiquement, la personne pour laquelle tout le monde veut voter parce qu'il est extraordinaire et qu'il est fabuleux. C'est faux. Depuis sa première élection, Donald Trump a surfé sur la trahison systématique des néolibéraux à leurs électeurs. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme est un tas de merde. Le néolibéralisme joue en permanence contre lui-même. C'est la base à comprendre. Ça, c'est pas très compliqué. À un moment donné, comprenez bien que la proposition néolibérale ne fonctionne tout simplement pas. On élit des gens qui arrivent avec des promesses. Je veux dire, à un moment donné, Macron, il arrive, c'est la Startup Nation. Sarkozy, il arrive, c'est travailler plus pour gagner plus. Même Hollande, qui est un néolibéral, pour moi, je le dis, je le pose, nous dit « Ah, mon ennemi, c'est la finance ». Et à chaque fois, on promet aux gens, on promet au peuple « Ah, vous allez gagner plus, vous allez mieux vous en sortir ». On va relancer l'industrie. Nous, on comprend bien l'économie. On n'est pas comme ces gauchistes avec leurs programmes faits par des prix Nobel. Parce que je rappelle que pendant les législatives, nous, on se faisait attaquer notre programme économique. On était les seuls à en avoir un. Et on était les seuls à avoir un programme économique validé par des prix Nobel. Mais voilà, la droite, ils sont pas comme ces gauchistes irréalistes avec leurs programmes faits par des prix Nobel. Eux, ils ont vraiment des connaissances sur le sujet parce que, machin, il était banquier, tu vois. Et du coup, tu te retrouves dans une dynamique où tu as des néolibéraux qui arrivent avec des grandes promesses qui sont toujours gigantesques, qui sont toujours magnifiques, qui sont toujours formidables, qui sont toutes les promesses du capitalisme, du libéralisme en général. Vous allez toutes et tous vous en sortir et vous allez toutes et tous gagner plus. Et il y a une réalité, c'est que ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais fonctionné. Si vous regardez même l'histoire du monde, la période de référence souvent que les gens ont en tête pour dire « Ah mais à une époque ça marchait bien, ça c'était super, ça fonctionnait, c'était génial », c'est les années 60. Les gens pensent années 50, années 60. Parce que en 75-80, quand le néolibéralisme s'est imposé, en France, d'abord sous Giscard, puis après avec Reagan et Thatcher en Angleterre et aux États-Unis, en fait, on est déjà dans un moment où le capitalisme est en train de se casser la gueule. Et dans les années 60, on surfe sur en fait, le résultat des politiques de relance keynésienne. On est sur un moment où, en fait, l'économie va bien,
parce qu'il y a eu des propositions économiques de relance qui se sont fondées sur l'investissement public, sur le fait d'avoir un État fort, non pas un État démantelé et détruit au service des marchés financiers, sur le fait de provoquer de la relance en investissant, etc. etc. Alors bien sûr, la relance keynésienne, aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionnerait ? Il faudrait l'adapter aux spécificités d'un monde de 2025. Et puis, est-ce que c'est la seule chose qu'on peut faire ? Peut-être qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui et d'autres manières de penser l'économie que ça. Mais toujours est-il que la période de référence pour penser la réussite et le succès du capital, c'est un moment où, en fait, l'économie ne fonctionnait pas sur le principe néolibéral, ni sur le principe libéral, mais sur un principe de solidarité nationale, qu'on le veuille ou non. C'est pas parfait, mais c'est un système qui a en tout cas marché. Et c'est là où je crois aussi qu'à un moment donné, il faut un peu regarder cette victoire de Donald Trump de France avec un regard qui nous est plus particulier et plus spécifique, à savoir le vieux monde se meurt et vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. La réalité, c'est que la victoire de Trump, comme la montée de Le Pen et de tous les fascismes à travers le monde, c'est avant tout la défaite d'un modèle qui domine depuis les années 80. C'est la défaite et la mort du néolibéralisme. C'est tout. Le néolibéralisme, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est un système pété, qui ne marche pas, qui joue contre lui-même, qui fait des promesses qu'il ne tient pas, qui ensuite, lorsqu'il est au pouvoir, passe l'intégralité de son temps à démanteler tous les systèmes publics et à donner tous les pouvoirs à l'économie et à la finance, qui en fait n'importe quoi. Ça conduit à quoi ? Ça conduit à des crises comme les subprimes, ça conduit à un appauvrissement généralisé de la population et à un sentiment d'abandon total des populations. Et à un moment donné, si le néolibéralisme s'effondre, c'est pas vous qui êtes en faute. Parce que moi, la lecture que j'ai vue qui était faite à gauche de la victoire de Trump, c'était « Mon Dieu, c'est la défaite du progressisme ». Mon Dieu, nous avons perdu. Les gens votent pour des racistes LGBT-phobes, etc., etc. Oui, absolument. Les gens votent pour des racistes LGBT-phobes, je suis tout à fait d'accord. Mais quand les gens votent pour Macron, ils votent pour des racistes LGBT-phobes aussi. Ça veut pas dire que c'est pas grave si Le Pen passe, parce que Macron-Le Pen, c'est pareil. Harris-Trump, c'est pas pareil. On l'a vu dans le live de lundi, à un moment donné, Trump, dans son idéologie, a une logique et une pensée du droit naturel qui va justifier et légitimer à un moment donné d'être en capacité de s'absoudre de la loi conventionnelle, ce qu'ils appellent la loi conventionnelle, à savoir les tribunaux, le Parlement, en gros une possibilité de la dictature, donc une destruction totale de la structure étatique dans son ensemble qui peut installer les États-Unis dans une forme de nationalisme extrêmement dangereux, autoritaire, violent et duquel sortir, ça deviendra potentiellement très très compliqué. Donc c'est pas du tout la même chose, de la même manière que l'intensité des violences racistes, les largesses que ça va donner à des groupuscules ne seront pas les mêmes et que les lois seront plus ou moins ouvertement violentes ou pas. Donc c'est pas la même chose. Mais le néolibéralisme, à un moment donné, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas les néolibéraux. Je veux dire, c'est pas une défaite du progressisme. Il faut repenser la logique de ces élections et de cette dynamique internationale autour de la politique en se disant, mais comment nous, je parle de nous gauche, voilà, est-ce qu'on peut remplacer les néolibéraux dans, en fait, les espaces politiques ? Si à la place de Kamala Harris, il y avait eu une vraie gauche états-unienne avec une vraie proposition de gauche et un vrai discours de gauche, est-ce que la situation n'aurait pas été totalement différente ? Moi je pense que si. Et c'est là où en France, mais en fait on est dans une situation tellement différente. En France, on a de la gauche. Donc, au lieu de pleurer l'échec des néolibéraux, mais qui de toute façon sont voués à l'échec, je veux dire, il faut simplement se dire, mais ces gens-là ne sont pas nos alliés, quoi. En gros, c'est nos adversaires et nos adversaires qui se battent entre eux, et il y en a un qui a perdu, et puis c'est tout. Et ça s'arrête à ça. Ton discours est gentil, mais dans la tête, les gens d'extrême droite, c'est la gauche qui a perdu, ils relativisent pas autant que toi. J'ai dit la première chose au début du live, c'est quand même incroyable qu'on se laisse dicter notre compréhension de cette élection par des journalistes de droite et des tweetos d'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on les laisse nous dire que c'est nous qui avons perdu, que c'est la gauche qui a perdu ? Pourquoi on les laisse raconter que la défaite de cette élection, c'est une défaite qui est liée aux idées progressistes ? Par exemple, moi je voyais des gens en train de dire « Ah ben vous voyez, ça montre bien que la gauche, qui vient parler des trans, qui vient parler des LGBT, qui vient parler des classes populaires, a perdu. »
Non, non, c'est pas cette gauche qui a perdu, pas du tout. Si vous relisez tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, ou vous réécoutez plutôt, bah vous voyez bien que c'est largement lié au déclassement, que c'est largement lié à la situation économique, et que c'est largement sur ça que s'est joué la fascisation d'une partie de la population et l'adhésion d'une partie de la population. Est-ce que ce sont nos idées et le progressisme qui a perdu? Non, c'est le putain de progressisme, comme tu le dis Ordali, le progressisme de façade des démocrates. Ça n'a aucune valeur. Je veux dire, Kamala Harris, c'était une illusion du changement. Qu'est-ce qu'elle incarne comme changement? Vice-présidente de Biden, procureur qui a fait carrière sur un système judiciaire et carcéral raciste, qui ne l'a jamais combattu et qui l'a incarné avec fierté toute sa carrière précédente, qui a toujours eu des prises de position ultra répressives contre les immigrés. Je veux dire, la meuf, à un moment donné, quand elle était en campagne, elle s'est mise à tenir des discours où elle reprenait à son compte, comme ça, à l'aise, une partie du discours sécuritaire et raciste de Trump. Je veux dire, Kamala Harris, bonjour le changement, quoi. Pardon, mais on a vu mieux. Hein. Elle a quand même promis de faire passer, je cite, hein, la loi bipartisane la plus stricte en matière de sécurité frontalière depuis des décennies. En se plaçant, quand tu dis depuis des décennies, c'est pas depuis Biden, c'est depuis Trump. En disant, regardez sur la frontière, je vais être pire que Trump. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. C'est sa réponse. C'est sa réponse. Je vous ai parlé tout à l'heure de son vice-président. Son vice-président, Tim Walz. Mais qui va prendre ce mec-là? Soi-disant, tu vas mettre en avant le progressisme et tu nommes un mec, son fait d'arme le plus célèbre, c'est d'avoir envoyé la garde, j'allais dire la garde royale, c'est d'avoir envoyé la garde nationale sur les manifestants qui étaient là après la mort de George Floyd dans la ville de Minneapolis, là où George Floyd avait été assassiné. C'est du faux progressisme. Le côté nous allons défendre les minorités, etc. Mais c'est vraiment même pas une façade de façade. Quelqu'un disait ça, Harris, c'est le centrisme de base. Autrement dit la droite, c'est exactement ça. Nous, la gauche française, vous savez que je suis parfois très critique de LFI, que je suis parfois très critique du vieux, hein, de Mélenchon, que mon Dieu qui m'énerve, et que je suis quand même aussi capable de chialer pendant son discours après les législatives. Mais il y a un truc que j'enlèverai jamais à Mélenchon, mais jamais. C'est que moi, j'ai grandi dans un monde où la gauche, ou ce qu'on appelait l'extrême gauche à l'époque, c'était 2%. C'était Arlette Laguillet. Travailleurs, travailleuses. Et Mélenchon a débarqué avec sa proposition de front de gauche. Cherchez des archives, vous allez voir les premières télés de Mélenchon, il passe dans des trucs genre on n'est pas couché et tout, et les chroniqueurs lui rionnaient. Ah mais vous êtes un bon tribun, mais vous n'aurez jamais personne et tout. Et puis, progressivement, il y a un truc qui s'est construit. Parce que le vieux, il a fait son taf quand même. Et ça, je le reconnais, hein, vraiment, je le reconnais. Il y a eu un vrai travail, il y a eu un travail de communication, il y a eu un travail à l'échelle locale, il y a eu un truc qui s'est construit, qui fait qu'on est passé d'une gauche inexistante à une gauche qui, d'un coup, pouvait gagner des petites élections, pouvait gagner des maires, pouvait avoir des sièges de députés, pouvait exister jusqu'au moment où on a commencé à se dire, un jour, d'un coup, c'est devenu une évidence pour plein de gens, putain, mais il pourrait gagner une présidentielle. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas en arrivant comme ça, un jour, et en disant, oui, regardez, je parle pour vous, les classes populaires, je vais vous sauver. Il faut l'incarner. Il faut incarner une lutte de longue haleine. Il faut incarner une lutte où t'es aux avant-postes en permanence, et pas avoir peur de prendre les coups qui vont avec. Besancenot était à plus de 5% en 2002. Pardon, Boinziting, pardon, j'ai mal parlé de Besancenot, les fans de Besancenot, jamais ils n'oublieront les 5%, jamais. On a failli gagner. Il nous manquait 45%, on était à ça, qu'est-ce qu'il parlait bien. C'est vrai qu'il parlait bien. Tout ça pour dire que nous, on a ça en France. On a une gauche, on a une vraie gauche, c'est extraordinaire. Donc, à un moment donné, je vois pas trop en quoi la défaite d'une Kamala Harris nous intéresse de quelque manière que ce soit. Une meuf qui a incarné, alors oui, c'est une femme racisée, hein, bien sûr, mais derrière, c'est aussi une néolibérale. C'est une néolibérale qui sort d'un pouvoir qui a été au pouvoir, qui n'a rien fait pour les gens, qui s'en est foutu des gens, qui a eu le pouvoir, d'ailleurs, dans énormément de postes tout au long de sa carrière, et qui a toujours pris le parti de la discrimination et des violences, qui a choisi comme vice-président quelqu'un qui incarne ça. Enfin, à un moment donné, moi, quand je vois tout ça, ça vous fait pas penser aux macronistes?
Franchement, ça vous rappelle qui? Des gens qui arrivent avec cette espèce de façade de temps en temps, en mode « Oui, nous ne sommes pas contre les LGBT, regardez comme nous sommes progressistes. Les femmes, la grande cause du quinquennat, bien entendu. » Et qui, d'un autre côté, vont en permanence, dès qu'ils sentent le vent tourner, aller bouffer au râtelier fasciste, comme l'a fait Kamala sur les immigrés. Enfin, ce genre de gens. Enfin, tu vois, moi je me dis, mais... Ils perdent, quoi. C'est pas notre défaite. Et est-ce que c'est seulement la victoire de nos oppositions? Est-ce que c'est la grande victoire de Trump ou la grande défaite plutôt des néolibéraux et de la grande défaite des démocrates? Pour moi, les démocrates, ils ont juste jamais réussi à remonter à remonter depuis Obama. Mais parce que c'est pas que Obama incarnait quelqu'un de si extraordinaire et de si fabuleux, c'est que la trahison faite par Obama au moment des subprimes n'a jamais été réparée et personne n'a jamais voulu la voir. Tout le monde s'est dit ok, on a renfloué les banques, on a puni personne et tout, c'est con, ils vont oublier. Mais ces cons, ils peuvent pas oublier, ou ils voudraient oublier les cons, c'est nous les cons. On aimerait ne pas s'en rappeler, mais on peut pas. Parce qu'il n'y a plus de boulot, parce que les gens sont dans la merde, parce que les gens voient bien qu'un caddie de course c'est hors de prix, parce que les gens voient bien qu'un salaire, un loyer c'est hors de prix, les gens n'arrivent pas à oublier. Et donc si ta seule proposition et ta seule alternative politique, c'est des démocrates, c'est des Kamala Harris et compagnie, oui, là, t'as des raisons d'avoir le seum. Mais nous, c'est pas notre problème. Nous, c'est pas notre putain de problème. Parce que, faut le reconnaître, pour le coup, on a eu un vieux bonhomme qui, un jour, dans les années 2000, s'est dit vas-y, on va relancer la gauche. On va relancer la gauche. Et je dis pas ça pour saucer LFI. LFI continue à être sur leur cote et ne les lâchez pas quand il y a quelque chose qui va pas ou quoi. Mais simplement se dire que, en tout cas, nous, le fait est qu'aujourd'hui, en France, on a une gauche. On a une gauche. Et du coup, c'est pas possible qu'on continue à se foutre un seum pareil comme si nos idées avaient perdu. C'était une lutte où aucune de nos idées politiques n'était représentée. Dans cette lutte-là, un connard sur deux a gagné. Oui, d'accord, mais il y avait 2 connards. C'était la poire au lavement ou le sandwich au caca, là, pour reprendre l'expression de South Park. Et du coup, c'est pas nos idées qui étaient sur la table. Un néolibéralisme agressif et raciste, vaguement maquillé de progressisme mou, qui se moque des minorités et de la planète. Excusez-moi, c'est pas nous, c'est juste de la merde. Ce qu'il faut qu'on arrive à développer et à protéger, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est que notre offre politique s'installe dans notre pays, en tout cas. Bonne chance aux Américains, aux États-Unis et tout ce que vous voulez, mais après chacun sa merde d'un moment, mais que nous, en tout cas, notre offre, elle soit face aux fascistes la prochaine fois, à la prochaine élection. Et c'est ce qui se profile. Les dernières législatives, attention, on les a gagnés. Mais oui, on les a gagnés, bien sûr qu'on les a gagnés, ces putains d'élections. Alors oui, à la fin, il y a eu un accord entre le néolibéralisme et le fascisme. Ils se sont mis comme ça, main dans la main, tous ensemble. Ils se sont achetés des lits superposés, ils dorment à l'Elysée comme ça. Bardella, il est là, Macron, il est là, Le Pen, elle est là. C'est pas notre défaite. En fait, ce que je ne supporte pas, ce que je ne veux plus voir, c'est ce discours partout, là, que je vois sur tous les réseaux militants, comme quoi les idées militantes sont défaites, comme quoi les gens ne veulent pas de nos idées, comme quoi le progressisme, ça ne fonctionne pas. Finalement, les populistes sont invincibles, indestructibles, etc. et tout, mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que dans la dynamique politique spécifique aux États-Unis, le néolibéralisme s'est effondré complètement et totalement, ce qui a donné à Trump une énorme brèche dans laquelle il a su s'engouffrer. On doit s'imaginer, nous, face aux fascistes. Nous, on offre une véritable alternative. Et c'est ça qui est intéressant. Le fait d'avoir une gauche forte en France, ça change tout. Parce que nous aussi, on a un discours sur le déclassement. On propose quelque chose de bien plus viable, d'ailleurs, à ce sujet-là, que ce que propose l'extrême droite. Et c'est pas pour autant qu'il faut faire du Ruffin et abandonner les enjeux intersectionnels, etc., etc. Non, il faut les lier au déclassement. Il faut recréer un sentiment de classe. En fait, il y a une communauté à avoir. Au lieu de, justement, faire comme Trump et s'engouffrer dans cette stupidité populiste qui est d'opposer les pauvres les uns les autres, c'est de se dire, mais non, regardez, dites aux gens, mais putain, l'immigré qui bosse à côté de toi, il est comme toi, et c'est la même chose, et c'est pas lui ton adversaire. Et par contre, Bernard Arnault, là c'est chaud, là c'est des emmerdes. Mathieu, tu as raison, c'est la merde, mais beaucoup de gens qui ont le seum, c'est parce qu'on s'angoisse pour notre futur. Ouais, mais
cette angoisse, elle doit pas être démobilisante, elle doit pas donner l'impression que nos idées ne peuvent pas vaincre. Parce que là, moi, je vois revenir tranquillou, comme ça, des gens qui commencent à dire oui, avec vos histoires de trans, avec vos histoires de musulmans, avec vos histoires d'étrangers, de MNA, vous allez nous faire perdre, les classes populaires vont pas voter pour vous, nanani, nanana. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La réalité, c'est que Kamala, elle avait aussi un électorat qu'elle a pas su mobiliser. À commencer, par exemple, t'es noir américain aujourd'hui aux États-Unis, tu dois voter pour Tim Walz. Enfin, tu te dis, attends, je vote pour Kamala Harris, oui d'accord, elle est racisée, mais du coup, elle est chez les démocrates qui en ont rien à foutre de nous. Et le vice-président, c'est Tim Walz, un mec qui m'a envoyé la garde nationale. À un moment donné où on était en train de protester comme on pouvait face à une injustice raciale horrible et terrible qui est en train de dévorer mon pays. Enfin, tu te dis, mais pourquoi les gens, à un moment quelconque, ils se diraient, mais je vais aller voter pour ça. Si vous voulez mobiliser les minorités, à un moment donné, il faut avoir un peu plus qu'une façade, justement, à proposer aux gens. Il y a un électorat à aller chercher. Moi, je trouve que ça, c'est bien ce qu'ont démontré les législatives en France. C'est, au lieu d'aller chercher le fâché, pas facho, fâché, je sais pas quoi, nanani, nanana, en espérant ramener à nous des gens qui sont acquis à la cause du racisme, il y a tout un électorat qui existe et qu'on peut remobiliser, qui a plus la foi d'aller voter, qui est dégoûté, qui a l'impression que, justement, ça sert à rien et tout. Mais il faut commencer à arriver avec un message d'espoir. Et ça, ce serait quand même hyper important. Gauche forte en France, les droites sont majoritaires, la gauche est diabolisée et faible, et le RN aux portes du pouvoir n'a mobilisé que très très relativement. Pas du tout d'accord, elle est où la gauche faible? Elle est où la gauche faible? Je veux dire, excusez-moi, mais à un moment, il faut prendre les résultats des élections tels qu'ils sont. Hein. Le NFP a fait vraiment un brillant résultat aux législatives. Moi, je veux bien dire quand on perd, je veux bien dire quand on fait de la merde, mais je refuse de dire qu'une victoire est une défaite simplement pour faire plaisir à une doxa qui s'est installée dans la tête des gens sur le mode « Ah mon Dieu, on découvre le parlementarisme. Ah, il se trouve que dans un système parlementaire, si tous les groupes minoritaires se mettent ensemble, eh ben oui, ça fait plus. » Mais c'est la différence, ça, c'est un truc qu'on aurait pu faire nous à l'époque du quinquennat Macron. Hein. Précédent, on aurait largement pu faire ça. Il suffisait qu'on s'allie avec le RN. Mais simplement, nous, on n'est pas des tas de merde, on n'est pas des serpillères à foutre qui s'allient avec les fachos. Donc ça, on laisse ça aux macronistes. Voilà, c'est leur spécialité, faire les serpillères. Mais est-ce que ça aurait fait de nous les gagnants des législatives si on avait fait ça? Bah non, hein. Excusez-moi, pas du tout. Et donc là, on a gagné les législatives, ils ont fait une alliance de losers, une alliance dégueulasse, mais l'air de rien, ça ne change pas les résultats. C'est comme ça. Tim Walz, il était là pour rassurer la frange la plus à droite des démocrates, c'est tout l'échec de ce genre de stratégie comme celle du PS, stratégie anti-radicale qui veut brasser large et du coup brasse du vent. Exactement, Tetsuo, je suis absolument d'accord avec toi, c'est jouer ce genre de jeu, c'est se condamner à perdre, se dire « Ah non, mais on va aller plaire aux fachos qui pourraient être intéressés par la gauche, je les connais pas. » Enfin, je les connais pas, et de toute façon, ces gens, on leur fera toujours trop peur. On leur fera toujours trop peur, parce que justement, nous sommes, les méchants progressistes et tout, ils voteront jamais de notre côté. Par contre, il y a énormément de gens qui pourraient voter pour nous et qui pourraient se reconnaître en nous si on venait les chercher, si on venait leur parler. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, du coup? Bah, qu'il faut arrêter d'avoir le seum. Eux, aux US, ils ont pas l'alternative qu'on a nous. Hein. Ils avaient quoi? Il y avait rien à proposer, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Nous, on a un espoir à proposer, on a un espoir qui peut répondre au sentiment de déclassement, et en plus, on a un espoir qui est un espoir juste. C'est quand même pas rien, ça. Aux US, ils ont pas d'alternative pour le moment aux démocrates. Donc soit le parti, qui est un parti de vieux bourgeois, néolibéraux, pourris jusqu'à l'os, change de l'intérieur miraculeusement et on voit l'avènement d'un candidat ou d'une candidate de gauche qui vraiment arrive à porter une politique de gauche, à briser l'intégralité de ses oppositions et à prendre la place. C'est chaud à faire, mais c'est pas infaisable. Toi, en fait, il est condamné à disparaître et ben oui, du coup, c'est ce qui est un peu en train de se passer en entraînant le pays dans sa chute. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? À un moment donné, c'est la réalité de la politique états-unienne. Donc, cela dit, voilà, cette défaite, on peut pas la prendre pour nous. On peut pas dire qu'elle nous revient. Nous avons une vraie gauche, une gauche en France qui est hétérogène, qui est vivante, qui est une gauche qui ne parle pas qu'en façade, qui est capable, pas toujours bien, pas toujours parfaitement, mais qui est capable de se lever réellement pour les minorités qu'elle prétend défendre, c'est quand même extraordinaire, et qui est capable aussi de s'opposer réellement aux élites bourgeoises. Parce que c'est aussi ça le problème des démocrates américains. Quelle est leur proposition face justement à cet élitisme bourgeois, à ces injustices, à ces inégalités? C'est que dalle. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas comparable en fait. Se laisser descendre dans nos efforts et dans nos luttes par cette victoire trumpiste, c'est en fait se laisser raconter un narratif par la droite qui nous dit « Ah mais regardez, vos idées n'ont aucune valeur, elles ne peuvent plaire à personne, regardez, le monde est en train de vous dire qu'on ne veut pas de vous, etc. etc. » Pas d'accord du tout. Pas d'accord
Du tout. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec des victoires comme celle de Trump, c'est que même dans un pays comme les États-Unis, qui a quand même toujours été un peu la dictature du fric, on voit l'effondrement d'un monde qui semblait totalement invincible. Enfin, je veux dire, le monde de l'argent roi, moi j'ai grandi dans un univers où c'était la seule chose possible. Il n'y avait rien, je le redis, il n'y avait rien. On nous disait, mais non, ce sera comme ça, et puis c'est tout. Et arriver avec des utopies de rupture avec le néolibéralisme, ça n'avait pas de sens. Alors bien sûr, des populismes essaient de prendre la place et parfois ils y arrivent, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais faut pas oublier que cette chute en fait du néolibéralisme, c'est aussi le fruit de nos luttes, c'est aussi le fruit de nos résistances. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, si on n'est pas démunis comme les Américains, et c'est quand même bien de se le dire et de se le rappeler quoi, si on n'est pas comme les gens aux États-Unis, c'est parce que nous, on n'a jamais abandonné les luttes sociales. Parce qu'on n'a jamais abandonné la rue, parce qu'on n'a jamais abandonné les grèves, parce qu'on n'a jamais abandonné le syndicalisme, le militantisme. Oui, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est grave, c'est clair. Trump, faut quand même voir ça comme un très très gros signal. Si là, vous voyez pas le signal dans le ciel, hein, cet énorme incendie, c'est qu'il faut mieux regarder, quoi. Mais ça doit servir à une prise de conscience collective, quoi. Voilà à quoi ressemble le monde quand on laisse la droite au pouvoir. Voilà à quoi ressemble le monde quand on laisse le néolibéralisme faire. Voilà, est-ce que vous voulez ça ? Est-ce que vous voulez ça ? Et c'est la question à se poser. Et si la réponse est non, eh ben alors il faut se dire let's go, on y va. On remonte nos manches, faut rien lâcher. Faut rien lâcher parce qu'on n'a pas l'opportunité. Moi j'en ai marre, je le redis, de ce côté semard où on s'effondre, on s'écroule à chaque fois qu'on prend une gifle. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On part minoritaire. On part vaincu, on part dans un monde où on nous donne aucune chance, où on nous écrase, où on nous attaque, et on a réussi à reconstruire des forces et des poches de résistance de partout. On est là, et même aux États-Unis, il y a quand même des gens qui sont là, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des gens qui sont dans leur militantisme. Après, ils vivent les conséquences de leur tradition politique, ils vivent justement le manque de densité de leur lutte sociale, là où nous, on a été pour le coup bien meilleurs, vraiment bien meilleurs. Du coup, faut rien lâcher, quoi. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, mais exactement, parce que en fait on n'a pas les moyens de lâcher, mais ça tombe bien, on n'est pas tout seul, vous êtes pas tout seul, vous vivez dans un pays qui a des partis de gauche, des médias de gauche, un monde militant et associatif incroyablement vivant, ça n'existe pas aux États-Unis, tout ça, vous vous rendez pas compte comme ce que nous on considérerait comme la gauche la plus molle et considérée là-bas comme la plus radicale, vous vous rendez pas compte comme ce qu'on a réussi à créer comme tissu social de gauche et la vitalité de ce tissu social aujourd'hui, ça tient une place mais gigantesque et en France et ça nous permet de faire face. En fait, ça nous permet de faire face d'une manière démentielle face justement à cette explosion du RN. Il nous reste, je sais pas, 3 ans peut-être si on a de la chance, si on n'a pas une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ou quoi jusqu'à la prochaine présidentielle. La réalité c'est qu'il faut surtout rien lâcher. Il faut surtout rien lâcher, il faut garder cet élan, il faut garder cette envie et on doit faire face. Et on doit faire face parce que l'alternative finalement c'est Trump. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de laisser les néolibéraux continuer parce que plus personne n'y croit et que ça ne tient plus. Le néolibéralisme ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas un pansement de plus sur la fracture ouverte. Ça tiendra plus. Donc l'alternative, c'est nous, le fascisme. Et ça, en fait, on doit l'avoir en tête et on lâche pas, quoi. On lâche pas et on continue. Tu m'as remonté le moral, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est tout le but de ce live.